Donc, David Cohen est dans de nous quitter. Je vais m'introduire moi-même, si on peut dire, pour vous parler, en cette période post-prandiale, de la question des maladies neurométaboliques en psychiatrie. Alors, vous avez bien entendu Arnaud Munich ce matin, c'est effectivement un domaine qui à la fois est important, il a quand même dit que c'était très important, mais pas très rentable. Bien que ce ne soit pas très rentable, je pense que ça vaut quand même effectivement le coup de chercher un certain nombre de ces pathologies chez les patients psychiatriques, pour plusieurs raisons. D'abord parce qu'elles sont probablement bien plus courantes qu'on ne l'imagine, et pour une autre raison très importante, c'est qu'un certain nombre d'entre elles sont des maladies traitables. Et donc du coup, là, on est carrément dans une autre dimension, qui est l'idée de dire qu'il y a éventuellement un traitement qu'on pourrait donner à ces patients et qui pourrait considérablement améliorer leur qualité de vie et évidemment aussi leur pronostic. Alors, bon, ça c'est le credo général de la journée, et d'une certaine façon, vous l'avez entendu moult fois, je tenais quand même à le rappeler. Il faut se réapproprier cette question, que ce soit d'ailleurs sur un plan pratique, comme je vais le présenter là, ou que ce soit sur un plan plus conceptuel, comme ça a été présenté en particulier avant le repas, et puis un peu avant aussi par Stéphane Mouchabac. Alors d'abord, moi je vais commencer par deux petits cas cliniques, histoire de vous détendre après le repas. Alors le premier, c'est un garçon qui a en fait déclenché mon intérêt pour cette question. J'avais la chance de m'occuper avant Angèle Consoli du centre référent maladie rare, expression psychiatrique et schizophrénie à début précoce. Il a un nom très compliqué ce centre, parce qu'il a été d'abord demandé pour les schizophrénies à début précoce, et jamais accepté sur ce simple sujet. Et puis finalement, au bout de 3 fois, le ministère a dit « Oh d'accord, on va vous donner un truc très large concernant toutes les maladies rares à expression psychiatrique. » Et puis vous ne serez pas très nombreux, il n'y avait qu'un seul poste, donc celui qu'occupe Angèle aujourd'hui. Très peu de moyens, beaucoup de travail, et du coup on s'intéressait à beaucoup de pathologies. Et on avait la chance à l'époque, et maintenant il a quitté l'hôpital, de travailler assez étroitement avec un neurologue adulte très intéressé par la question du neurométabolisme, le docteur Frédéric Sedel, qui avait été formé par le pape du métabolisme, M. Saudubré, et qui donc connaissait très bien ce domaine extrêmement large dont on va un peu parler là, pendant cette demi-heure. Et puis donc, on a eu l'occasion d'avoir un patient en commun, c'est un garçon que j'ai vu, plus tard que l'âge qu'il a, il avait déjà 21 ans quand je l'ai vu, un garçon qui s'est développé sans grande particularité jusqu'à l'âge de 6 ans, pas d'anomalie particulière, rien, une histoire assez classique. On notait chez lui quelques chutes, quelques troubles de la motricité fine, vous savez, c'est des choses qui fascinent les enseignants. Dès que vous avez un trouble de la motricité fine, vous avez quelques troubles de la graphie, et les enseignants sont très obsédés par la graphie. Et la nouvelle réforme du collège, d'ailleurs, impacte encore plus, rend encore plus important le fait de bien écrire, alors qu'on écrit très peu, vous le savez aujourd'hui. Sa scolarité était un peu difficile, c'est un élève moyen, avec surtout des difficultés en maths, en écriture et en dessin, bien sûr, l'écriture évidemment. Il avait une efficience limite, et puis devant ses difficultés scolaires et son efficience limite, il est orienté en classe spécialisée. Et puis une symptomatologie de déficit attentionnel et d'hyperactivité apparaît, ou en tout cas est diagnostiquée, vers l'âge de 10-11 ans. Il échappe à un traitement par la Ritaline, il est en classe spécialisée, c'est un élève vraiment classique qui voyait à ce moment-là de temps à autre un psychiatre du CMP, et vous serez d'accord avec moi pour dire que rien de particulier n'évoque rien du tout dans ce cas jusqu'à présent. Il a eu quelques mois d'antipsychotiques, parce qu'il était un petit peu plus agité, un peu plus... Bon, c'était un petit peu difficile. Et ils avaient été sans aucune efficacité. C'est bien un point qu'on pourrait éventuellement noter. C'est pour ça que je l'ai mis en jaune. Enfin, vraiment sans plus. À 18 ans, oui, bien des années après, il est examiné par un neurologue qui trouve une réponse plantaire bilatérale en extension avec atrophie musculaire et hypoesthésie. C'est quand même un truc pas tout à fait courant chez les enfants, enfin chez les adolescents de 18 ans, bien qu'elle soit notée comme modérée. Il bénéficie d'un électromyogramme. On trouve une polyneuropathie sensorimotrice. Ça non plus, ça c'est un peu moins typique, on va dire. Là, il avait des signes. On lui fait une IRM. Il a une hyperdensité des noyaux dentelés du cervelet. Et il est orienté vers un centre spécialisé devant l'association, qui nous intéresse beaucoup dans ce cas-là, de signes psychiatriques et de signes neurologiques. Même si les signes neurologiques sont infracliniques, puisque là, c'est une découverte
à l'examen. Il se plaignait de rien en particulier. On fait un dosage, c'est rapide le cas, on fait un dosage, je suis moi-même surpris de la rapidité, on fait un dosage d'un dérivé du cholestérol qui s'appelle le cholestéanol, on séquence un gène et finalement on arrive à faire, donc il a 18 ans, alors entre-temps il avait 21 ans en fait, parce qu'entre 18 et 21 ans, il a un peu erré sur le plan diagnostique, on trouve une xanthomatose cérébro-tendineuse, une maladie avec un nom à coucher dehors, qui a un avantage, c'est qu'elle peut bénéficier d'un traitement. Ce traitement, c'est l'acide kénodésoxycholique à 250 mg. Il en prend 3 fois par jour. Et voilà que ce patient qui était, je vous ai épargné un peu les détails, mais avait eu un parcours scolaire très difficile, qui avait beaucoup de mal à rentrer dans un processus d'apprentissage, qui avait d'ailleurs beaucoup de troubles du comportement et une grande difficulté à s'impliquer dans des projets qu'on pouvait essayer de lui proposer. Avec ce traitement, ce patient s'est considérablement calmé et ces symptômes se sont considérablement atténués, à tel point qu'aujourd'hui, ça fait plusieurs années maintenant, il habite seul en Bretagne, ce qui doit être un signe de bonne santé, avec sa femme, il est marié, et les choses se sont beaucoup améliorées. Ce qui est intéressant chez lui, c'est que, donc ça c'est la courbe des améliorations comportementales, vous noterez qu'il y a une courbe en bleu et une courbe en rose, moi je suis un garçon très conventionnel, bleu pour les garçons et rose parce qu'il avait une sœur, chez qui on a pu faire le diagnostic également, qui présentait une symptomatologie identique, avec un peu moins, même pas du tout de signes neurologiques, et pour laquelle on a fait le même diagnostic, grâce au fait qu'on l'avait fait chez son propre frère, qui a bénéficié elle aussi d'un traitement et qui s'est aussi, elle, améliorée. Ce qui est intéressant, c'est que sur le plan instrumental, c'est illisible, mais ça n'a pas, c'est les petites flèches qu'il faut voir, et on fait surtout le sens des flèches pour vous montrer qu'elles montent. On a fait un bilan cognitif et instrumental extrêmement poussé chez ce patient, et on s'est aperçu, après 18 mois seulement de traitement, comme on est un peu feignant, on ne l'a pas refait après 5 ans, mais je suis persuadé que ce serait amélioré, qu'il s'est amélioré dans globalement beaucoup de composantes de son bilan cognitif. Alors évidemment, c'est des petites améliorations, et ce qui est rageant et ce qui a motivé mon intérêt pour cette question, c'est qu'on se dit que cette maladie est une maladie génétique, qu'il l'avait donc depuis la naissance. C'est en gros une maladie plus ou moins de surcharge d'un produit qui s'accumule. On va voir après rapidement ce que sont les maladies neurométaboliques. Et donc, plus tôt on aurait fait le diagnostic, plus tôt il aurait pu récupérer, ou en tout cas ne pas décliner. Et donc, évidemment, mieux ça aurait été pour lui. Et donc, c'est un peu avec ce cas-là en tête que j'ai commencé à travailler dans ce domaine. Le deuxième cas est un cas plus classique de psychiatrie, on va dire adulte. C'est un garçon de 22 ans qui a été vu par ma collègue Cécile Anon, qui travaille à Antony, au CHL d'Antony. Dites donc. C'est extrêmement rapide, voilà. Oui, non, c'est comme ça. C'est un peu brutal, je vous l'accorde. Alors, je retourne en arrière. Je fais beaucoup de slides, heureusement. Est-ce que c'est lui? Il peut y avoir des moments comme ça. On va s'en sortir. Bon, c'est un garçon de 20... Ah, mais j'ai quand même le nom de Cécile. Un garçon de 22 ans qui présente des états psychotiques brefs sous cannabis. Alors, pas simplement quelques-uns, c'est 14 hospitalisations en 4 ans pour les mêmes raisons. C'est quand même pas mal. Donc, du coup, c'est vrai que c'est le patient typique qui revient. Alors, elle le découvre, c'était pas lors de sa première hospitalisation. Et puis, on lui dit, mais non, mais lui, on le connaît par cœur. Il prend du cannabis, il ne prend pas ses antipsychotiques. Et donc, il revient en hospitalisation, il reste quelques semaines, on le traite, quelques semaines, peut-être même quelques jours. On reprend le traitement, et puis il repart. Puis après, il reviendra ensuite. Le diagnostic est celui d'une schizophrénie. Les antipsychotiques sont notés comme assez peu efficaces. On change de traitement, on n'y arrive pas. Enfin, c'est vraiment un patient assez compliqué à traiter. À 25 ans, quelques années après, c'est un patient qui se met à baver, à présenter une sorte de dysarthrie, des mouvements anormaux, un regard un peu perdu, mais enfin bon, il est quand même schizophrène, et une baisse des fonctions cognitives, qu'on suppose liée peut-être soit au traitement, soit éventuellement effectivement à l'évolution de la pathologie. Aucune amélioration quand on diminue un peu le traitement médicamenteux ou quand on change d'antipsychotique, malgré plusieurs changements de molécules, il finit même par être à un moment donné sous l'Eponex. Il est examiné quelques années encore plus tard, oui, le temps passe pour lui. Et là, il est examiné puisque ce qui est décrit de tout à l'heure devient des mouvements choréodystoniques, parce qu'il est par un neurologue, un syndrome cérébelleux,
une dysmétrie, une dysarthrie, un syndrome frontal, et puis un signe un peu particulier qui s'appelle la paralysie supranucléaire, qui est une anomalie des mouvements oculaires un peu particulière, qui fait que les gens peuvent suivre le doigt de quelqu'un, mais quand on leur demande de faire le même mouvement sans suivre le doigt, de manière involontaire, et bien finalement ce qui se passe, c'est qu'ils n'arrivent plus à le faire. Et donc à ce moment-là, on décide de faire quelques examens, et le diagnostic tombe, c'est une maladie de Niemann-Pick de type C, qui elle aussi bénéficie d'un traitement. On met le patient sous traitement, et curieusement, parce que ce n'est pas quand même tous les patients dans ce cas-là, il s'améliore sans traitement, enfin, sans autre traitement que celui-là, que ce traitement étiologique, et sans antipsychotique du tout. Alors, qu'est-ce que sont ces maladies neurométaboliques? Parce que j'en parle déjà depuis 2 cas, et vous êtes là, vous vous dites, bon, ça a l'air bien sympathique, mais de quoi s'agit-il? C'est des maladies qui sont génétiques dans pratiquement 100% des cas, qui touchent une épidémiologie extrêmement variée. Il y en a énormément de maladies neurométaboliques, plusieurs centaines, peut-être même milliers. On en découvre globalement tous les jours. Donc on parle de quelques cas sur 10 000 pour les plus fréquentes, mais probablement elles sont plus fréquentes en psychiatrie. Et surtout, elles ont des signes psychiatriques courants. Elles ont des signes neurologiques, elles ont des signes psychiatriques, et elles peuvent même avoir des signes psychiatriques uniquement en présentation. C'est-à-dire avec des patients qui présentent des signes psychiatriques sans avoir de signes neurologiques, comme dans les cas que je vous ai présentés, ou avec des petits signes neurologiques. Alors le métabolisme, c'est ça. Donc vous avez un peu de temps, c'est ce qui va nous occuper là, pour les 2 ou 3 prochains jours. Je pensais vous garder pour apprendre tout ce tableau. Mais comme je suis sympathique, je voulais simplifier. Je pense que vous vous souvenez, alors j'ai piqué cette diapo parce que ça fait toujours un petit effet, après on se dit non, mais en fait je l'ai piqué à Frédéric Sedel, c'est son idée à lui, hein, cette simplification, c'est pas la mienne. Enfin bon, ça marche bien aussi pour moi. Alors, en fait, le métabolisme, en gros, ce n'est pas que ça, et c'est les spécialistes du métabolisme ici, ils ne seront pas contents, c'est un substrat qui donne un produit grâce à l'enzyme. Et donc, en fait, la maladie neurométabolique, c'est il n'y a pas d'enzyme. Alors, s'il n'y a pas d'enzyme, ben, le substrat s'accumule. Si c'est un produit qui est éventuellement délétère, mauvais pour l'organisme, c'est une mauvaise chose. Et il s'accumule, bien sûr, dès la naissance. Ou alors, le produit qui devait arriver ne vient pas. Et donc, si c'était un produit qui était utile, nécessaire, indispensable pour le développement, pour l'organisme, eh ben, c'est un manque majeur. Donc, évidemment, sur le plan du traitement, il y a plusieurs options. Première option, on fabrique l'enzyme. C'est finalement pas si compliqué que ça, même si c'est pas simple. Hein. Et vous avez sûrement observé que l'industrie pharmaceutique, qui est tout le temps en mouvement, avait beaucoup de mouvements sur la question des enzymes, et que des très grosses sociétés d'enzymes sont rachetées par des gros laboratoires pharmaceutiques, parce que les gens pensent vraiment qu'il y a un gros avenir dans ce champ-là, pour une raison simple, c'est que ces maladies étaient bien connues des pédiatres, des gens qui font de la néonate, mais on ne pensait pas tellement qu'il y avait des formes adultes. Et puis un jour, on s'est aperçu qu'il existait des formes un peu atypiques, ou peut-être un peu plus modérées, qui pouvaient s'exprimer à l'âge adulte. Donc, soit il n'y a pas de produit, soit il y a trop de substrat. Alors, soit on fabrique l'enzyme, soit éventuellement, s'il y a trop de substrat, mais qu'est-ce qu'on fait? Si c'est un produit qu'on trouve éventuellement dans l'alimentation, ben on demande aux gens de faire un régime. Et donc, comme ça, ils ne le mangent pas, ils ne s'accumulent pas, il n'y a pas de risque particulier. Ou éventuellement, on utilise des systèmes de chélation, comme par exemple dans la maladie de Wilson, où c'est le cuivre là en question. S'il n'y a pas de produit, si le produit manque, ben, qu'est-ce qu'on fait? On le supplémente. On dit aux gens de prendre le produit en question. Et donc, ça peut être aussi un traitement relativement simple et parfois uniquement des vitamines qu'on donne aux gens. Alors, vous avez sûrement un peu en tête que les schizophrénies, on va se focaliser pour un temps sur les schizophrénies, peuvent être associées à une flopée de causes organiques. Et je vous ai mis ici sur ce tableau les principales causes organiques. Il y en a certaines dont on a déjà parlé, un certain nombre de pathologies génétiques. Au centre, vous voyez les maladies neurométaboliques, qui s'appellent Inborn Error Metabolism en anglais. Et puis, mais il y a aussi des causes endocriniennes, des causes nutritionnelles, autres, diverses et variées. Et puis une dont on parlera un peu, qui mime souvent des pathologies psychiatriques, que sont les épilepsies, tout en bas à gauche sur le tableau. Parmi les causes neurométaboliques, vous en avez 7 qui ont retenu particulièrement mon attention, parce que c'est des maladies qui bénéficient d'un traitement médicamenteux. Une que vous connaissez bien, que vous connaissez bien, en tout cas bien de nom, qui est la maladie de Wilson, les troubles du cycle de l'urée, les troubles de l'homocystéine, il y en a 2,
selon l'enzyme qui est altérée, et noté par ces petits noms ici. CBS, ça veut dire cystionine bêta-synthétase. MTHFR, c'est plus compliqué, donc je ne le prononce pas. Le Niemann-Pick de type C, la xanthomatose cérébrotendineuse que je viens de vous évoquer, et les porphyries aiguës. Ces maladies sont très complexes, et il ne s'agit pas pour chacun d'entre nous de devenir des grands spécialistes, mais il y a un certain nombre de choses qu'on peut retrouver. D'abord, l'aggravation sous traitement, on le retrouve dans le Wilson, c'est hyper connu. C'est même pire que c'est un des patients s'aggrave sous traitement. Ce n'est pas que les traitements ne sont pas efficaces dans la maladie de Wilson, c'est que quand un patient a une maladie de Wilson, il s'aggrave sous traitement. Donc ça, vraiment, c'est un signe. C'est quand même pas si courant que sous antipsychotiques, les patients s'aggravent quand ils présentent des pathologies psychiatriques. Je vous rappelle que c'est 50% des Wilson qui présentent des troubles psychiatriques et que c'est 20% des Wilson qui présentent des troubles psychiatriques tout seuls, sans autres signes associés. Pour les troubles du cycle de l'urée, qui sont des pathologies qui, elles aussi, bénéficient d'un traitement, pour lequel le bilan est extrêmement simple. Il s'agit de faire une ammoniémie, qui est un examen en plus pas cher du tout. D'ailleurs, devrait être fait dans tous les services d'urgence et sûrement dans tous les services quand un patient arrive. Il y a plusieurs éléments cliniques, notamment les éléments abdominaux avec des nausées, des vomissements et autres. C'est souvent relativement aigu. C'est souvent dans des contextes particuliers où il y a des régimes hypoprotéinés. C'est très à la mode, donc les gens font des régimes hypoprotéinés. Et puis finalement, ça permet, déclenche une partie des symptômes de la maladie, ou parfois en avant-chirurgie à cause du fait que les gens mangent moins. Et donc, on mange moins de protéines après la chirurgie, pardon. Et donc, ça peut donner des tableaux, et c'est décrit parfois dans la littérature, qui peuvent ressembler à des tableaux d'anorexie mentale. Parce qu'en effet, vous avez quelqu'un qui ne mange pas beaucoup de protéines, qui est donc extrêmement maigre, qui par ailleurs a des vomissements. Il se trouve que si par hasard c'est une fille, la tentation est forte de poser un diagnostic d'anorexie mentale. Pour les pathologies de l'homocystéine, je ne vais pas trop m'étendre là parce qu'on va en reparler, mais il peut y avoir dans un certain nombre de cas, et je l'ai au moins entouré ici, pour celle à cystionine bêta-synthétase, un morphotype particulier de type marfanoïde. Je vous rappelle qu'on disait déjà depuis longtemps qu'il peut y avoir des associations entre le syndrome de Marfan et les pathologies schizophréniques. Il se trouve que, en tout cas, dans le cadre de cette maladie neurométabolique-là, les associations sont couramment retrouvées. Le Niemann-Pick de type C, je vous en ai déjà parlé. La xanthomatose cérébrotendineuse, je vous en ai parlé aussi. Et il y a un signe qui est notable, c'est les diarrhées chroniques, qui ne sont quand même pas un signe si anodin que ça, je ne développe pas plus en postprandial. Pour les porphyries aiguës, on dit que les urines sont noires ou rouges, mais enfin, c'est pas toujours directement, en tout cas pas quand c'est après quelque temps, donc c'est pas toujours très facile, parce que les gens ne s'en rendent pas forcément compte au moment où ils le font. Alors parlons maintenant un petit peu des troubles du spectre autistique, parce qu'il n'y a pas que les schizophréniques qui sont dans cet accès-là. Vous avez bien entendu la conférence de ce matin qui vous parlait des 253 étiologies retrouvées dans l'autisme infantile et qui évoquait probablement d'ailleurs un chiffre en augmentation considérable. J'imagine que la même conférence dans 2 ans pourrait amener à ce qu'on trouve, je ne sais pas moi, 500 causes différentes. Il faut quand même bien voir un peu que sur, par exemple, le syndrome d'X fragile, qui est quand même une des causes courantes de troubles du spectre autistique, on a à peu près une quarantaine de pourcents des patients qui présentent un X fragile qui vont avoir une expression symptomatique proche de troubles du spectre autistique. Mais dans l'autre sens, on ne va avoir, et c'est la première colonne, que 2 à 5%, vous voyez déjà que c'est rien, du simple au double, au moins, que 2 à 5% des patients présentant un trouble du spectre autistique qui ont un X fragile. Et l'X fragile, c'est la plus courante de toutes les pathologies génétiques trouvées dans le syndrome autistique. Je vous rappelle que pour les schizophrénies, la plus fréquente, c'est la microdélétion 22q11, qui ne touche jamais que 1 à 2% de tous les patients schizophrènes. C'est déjà beaucoup dans l'absolu. Notez que c'est 2 à 4% pour les schizophrènes infantiles. Après, vous en avez d'autres causes ici, et vous aurez toutes ces diapos, parce qu'on va tout mettre sur le site, en tout cas, pour une bonne partie. Là aussi, il y a un certain nombre de maladies neurométaboliques. Je ne reste pas trop longtemps dessus. Il y en a une que vous connaissez bien, c'est la phénylcétonurie. La phénylcétonurie, c'est la maladie qu'on détecte maintenant à la naissance avec le test de Guthrie. Donc normalement, on n'en a plus. On peut avoir des histoires, comme on dit, de chasse, avec des gens qui ont échappé, qui n'ont pas eu de résultat, qui sont revenus après. Mais en règle générale, on n'a plus tellement. C'est une maladie neurométabolique qui se traite également, et donc il vaudrait le coup de chercher. Les déficits en adénylosuccinase, je vous ai mis quelques petites choses. Les déficits en créatinine,
Et puis tout en bas, les déficits en folate, dont on va reparler, ou les déficits intratécaux en sérotonine, qui ont déjà été évoqués ce matin. Toutes ces maladies ne sont pas forcément à connaître, toutes ces maladies ne sont pas forcément très fréquentes. Encore une fois, c'est vrai que singulièrement d'ailleurs dans l'autisme, on en a beaucoup cherché, parce qu'il y a eu des recommandations nationales de chercher comme ça toutes les maladies neurométaboliques, et finalement on n'en a pas trouvé tant que ça. Vous voyez que beaucoup sont associés, malgré tout, dans les cas autistiques, avec des signes neurologiques, donc ça vaut le coup, même si ce n'est pas des patients faciles à examiner, de les examiner. Alors c'est également important dans la question du retard mental. Il y a cet article que je vous conseille vivement, qui est un article qui décrit par une grande spécialiste de ces questions 82 causes de retard mental qui sont traitables. Alors ça aussi c'est extrêmement rageant, parce que les patients qui ont un retard de développement intellectuel, pour lesquels il existe une cause très claire sur le plan neurométabolique et qui ne sont pas recherchées. Et dans l'article, on retrouve un bilan qui permet d'éliminer de manière assez simple, en faisant des dosages sang et urine, donc rien de très invasif, et des dosages qui ne sont pas hors de prix pour la plupart, 52% de ces causes. Alors, du coup, vous pourrez me dire, tout de suite, vous pourriez me dire, bah oui, très bien, mais alors bon, comment on fait? Est-ce qu'on va aller faire tous ces examens, tous ces trucs très compliqués pour nos 1% de la population générale de schizophrénie, nos 1% de bipolaire, nos, maintenant dit-on presque 1% d'autisme, c'est beaucoup moins, bon, on dit ça. Ça fait quand même beaucoup de patients, et puis on ne va pas pouvoir faire tous ces examens. Alors du coup, on a depuis longtemps travaillé, je l'avais fait avant quand j'étais à la Salpêtrière, et puis après j'ai rencontré aussi d'autres gens qui s'intéressent à ce sujet, y compris au niveau international, sur un certain nombre de critères, qui seraient des critères, disons, d'atypicité, qui devraient au moins attirer notre attention en se disant, bon, sur ces patients-là, on devrait peut-être essayer d'aller un peu plus loin. Alors on va voir quels sont-ils. Il y en a plusieurs que vous connaissez, comme les confusions, et les catatonies qui ont été très bien évoquées ce matin par Angèle Consoli, et un certain nombre d'autres. Et en particulier le début précoce, pour les mêmes raisons un peu que les catatonies, parce que les débuts précoces, les schizophrénies à début précoce, c'est souvent des patients qui ont été multi-explorés, parce qu'ils sont jeunes, parce qu'ils sont petits. Et du coup, comme ils sont multi-explorés, on sait à peu près, on a une idée du nombre de pathologies organiques qui pourraient être éventuellement associées. Et on trouve des chiffres très importants, allant jusqu'à 25% des séries, donc un patient sur 4, donc du coup ça a l'air d'être rentable, ça a l'air d'être donné comme rentable. Il y a un autre élément clinique qui est relativement important et qui est très présent en particulier dans les maladies neurométaboliques, qui sont les hallucinations visuelles. Sauf que les hallucinations visuelles, c'est courant dans les schizophrénies. Donc on ne peut pas juger d'avoir simplement des hallucinations visuelles pour se dire, bon, bah, c'est vraiment un signe d'organicité. Comme parfois on le voit marqué, c'est qu'il existe, et je vous recommande d'ailleurs à ce propos tout le travail, y compris la petite application qu'il a développée, que fait Renaud Jarvet à propos des hallucinations, alors beaucoup chez l'enfant, pour dire qu'il existe plein de composantes sensorielles dans les hallucinations, bien sûr acoustico-verbales, mais aussi olfactives, gustatives, et que donc c'est des hallucinations visuelles plus importantes dans la composante majeure par rapport à toutes les autres composantes. Ça, c'est un signe qui doit éveiller un peu notre attention. Le deuxième signe qui doit, un autre signe important sur lequel je voudrais insister, c'est la résistance au traitement. On l'a vu dans les cas, je vous ai présenté 2 cas, évidemment ils étaient assez typiques et ils entraînaient ce type de discussion. Mais en fin de compte, on a fait une grosse revue de la littérature, on s'est aperçu qu'on avait beaucoup de résistance au traitement dans les pathologies. Alors beaucoup dans les pathologies génétiques en général, et probablement, et aussi beaucoup dans les pathologies neurométaboliques. Donc la résistance au traitement en tant que telle, parce que les antipsychotiques ont quand même une efficacité importante dans les troubles schizophréniques, si ce n'était pas la première fois, au moins la deuxième fois, avec la deuxième molécule, la résistance au traitement devrait nous encourager avant tout à pousser un peu plus loin les explorations. Le début brutal, on peut discuter. La fluctuation des symptômes, on avait ce matin encore dans le cas présenté par Angèle d'encéphalopathie à anticorps anti-NMDA, une fluctuation des symptômes importante. Ça aussi, ce n'est pas totalement typique dans les schizophréniques, des gens qui vont très très bien pendant plusieurs semaines, puis de nouveau très 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 mal, puis après pas si mal, et puis après de nouveau ultra mal, avec ensuite apparition éventuellement de signes plus évocateurs, d'encéphalopathie par exemple, qui là du coup ne laisse plus place à un quelconque doute. La déficience intellectuelle, je l'ai mis là, ça peut se discuter, parce qu'effectivement c'est souvent associé pour une part dans les schizophrénies, mais c'est vrai que c'est de toute façon un élément qui est
si ce n'est constant, en tout cas assez courant dans les pathologies génétiques et particulièrement les maladies neurométaboliques. Pour les effets indésirables inhabituels, c'est surtout pour signaler que bien sûr les effets indésirables peuvent être plus importants dans ce type de pathologie quand on met des antipsychotiques, mais surtout les signes neurologiques, comme dans le cas que je vous ai présenté de schizophrénie, peuvent éventuellement sembler être des signes de type effet indésirable des antipsychotiques, alors même qu'il s'agit au fond de premiers signes neurologiques qui devraient éveiller notre attention et devraient nous montrer que finalement on est dans le cadre d'une pathologie associant signes psychiatriques et signes neurologiques. Donc du coup, moi j'ai proposé une petite fiche comme ça qui pourrait télécharger facilement. C'est un truc qu'on peut très bien avoir sur son bureau et puis on coche et puis on voit un peu comment les signes se distribuent et si éventuellement on a un score très important, ça peut peut-être encourager à aller chercher une pathologie organique. Alors on est en train de développer à plusieurs, tout un petit groupe, avec ce mode d'entrée-là, avec ce point d'entrée-là de signes atypiques, une espèce d'algorithme décisionnel assez complexe permettant de définir un peu mieux les pathologies auxquelles on pourrait avoir affaire en fonction d'un petit nombre, d'un tout petit nombre de signes cliniques. Et on a quasiment fini de le développer et on le teste rétrospectivement malheureusement, sur un certain nombre de patients présentant des pathologies neurométaboliques en l'occurrence. Alors qu'est-ce qu'il faut retenir de ce que je vous ai raconté? C'est effectivement des pathologies qui sont rares, mais dont la prévalence est probablement plus élevée qu'on ne le pense en population psychiatrique. Il y a de bonnes raisons de le penser. D'abord, on a quelques études qui le montrent, mais enfin, c'est souvent des séries de cas ou des échantillons un peu particuliers, mais c'est quand même un élément important et qui nous laisse penser sur des populations particulières. On a vu pour les catatoniques, les schizophrénies à début précoce, certaines formes d'autisme, que ça peut être quelque chose d'important. Donc, c'est pas parce que ça a l'air hyper rare, en fait, ça l'est probablement beaucoup moins. Les signes psychiatriques de présentation sont largement possibles, donc le fait de ne pas avoir de signes neurologiques n'est pas un argument pour dire « ah ben non, ils n'en ont pas ». Parce que justement, avoir des signes en particulier atypiques est un élément important et est un argument en soi. Et puis, enfin, quand même, le rappeler, certaines sont traitables, et donc ça vaut quand même le coup, puisqu'il y a un traitement, et parfois même très simple, de pouvoir le faire. Et alors, je voudrais vous conseiller une application smartphone, pour ceux qui sont branchés par les smartphones, qui est gratuite, qui a été développée par la fille qui a trouvé les 82 causes de retard mental, de maladies neurométaboliques associées à des retards mentaux, qui reprend toutes les maladies neurométaboliques qu'on peut connaître, avec leur diagnostic, tous les éléments, et également les signes cliniques. C'est-à-dire qu'il y a plusieurs modes d'entrée. Soit vous connaissez les éléments biologiques, soit vous connaissez les éléments qui concernent le diagnostic clinique, enfin les aspects cliniques que vous avez devant vous, et puis ça vous permet de définir les probabilités, en gros, enfin ça vous donne des exemples, des possibilités que ce soit telle ou telle maladie. C'est une application qui est régulièrement mise à jour, et toute la biblio qui s'y rattache est également mise à jour, et moi je le trouve très bien, et je l'ai donc sur mon smartphone. Et je vous remercie beaucoup de votre attention.